Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission du format Super Friends, qui est l'émission dans laquelle on reçoit des personnes qui font vivre la pop culture, la culture comics par leur travail au quotidien. Vous savez qu'avec ce format, on adore explorer tous les recoins de la culture pop, et aujourd'hui, on est ravis de faire une émission spéciale pour accompagner la campagne du jeu de rôle Batman Gotham City Chronicles RPG de Monolith. On vous en a déjà parlé à plusieurs reprises dans nos front page, et c'est donc encore actuellement en cours de financement sur Kickstarter. Le 1 million d'euros a déjà été dépassé, et ben voilà, il faut essayer de faire grimper le compteur, mais donc on va pouvoir explorer un petit peu toutes les coulisses de ce projet mené par Monolith, qui avait déjà fait de campagne en fait pour un jeu de plateau avec plein de figurines à peindre si vous avez beaucoup de temps libre chez vous. Voilà, des figurines qui sont super cool. Et donc là on s'intéresse à une autre forme de jeu qui est le jeu de rôle, qui est un petit peu différent. Et pour en parler avec nous, j'ai deux invités de qualité. Évidemment, on n'a que ça dans First Print. Nous avons Fred Henry qui est avec nous, qui est le big boss de Monolith. Bonjour. Salut Fred. Et nous avons également Nicolas Texier qui est auteur pour Monolith. Bonjour Nicolas. Bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes content d'être dans ce podcast. Et on va commencer tout de suite. Fred Henry, j'ai envie de dire, moi j'ai déjà bossé avec toi, et je me rappelle très bien qu'il y a 5 ans maintenant, on avait fait une vidéo reportage dans vos locaux qui était à Quimper de mémoire, pour quand vous faisiez justement la campagne pour la toute première pour le premier jeu de plateau Gotham City Chronicles. Mais les gens qui écoutent First Print peut-être n'ont pas vu cette vidéo parce qu'ils sont nuls, c'est des gens pas cool. Et du coup, est-ce que tu peux un petit peu te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Frédéric Henry, et Henry c'est mon nom de famille, souvent les gens confondent. Moi je viens du milieu du jeu de plateau, je suis auteur de jeux de plateau à la base, auteur de jeux de plateau, jeux de cartes, etc. J'ai eu la chance d'avoir certains succès, notamment un jeu qui s'appelle Timeline qui a très très bien marché, et du coup j'ai eu cette envie de monter Monolith, puisque moi je viens du jeu de rôle à la base, mon vrai plaisir c'est le jeu de rôle. Quand j'ai monté Monolith, c'était autour de Conan le Barbare, parce que Conan c'était pour moi, c'était une IP, un univers vraiment très intéressant. Je suis venu à Conan par la BD, par tout ce que publiait Marvel à l'époque, d'ailleurs, et qu'il y a eu récemment, dans les 10 dernières années, tous les mois ou tous les trimestres, il y a une publication Conan qui se fait des vieux Conan de Marvel. Et donc j'ai décidé avec l'argent de Timeline entre guillemets d'investir pour monter Monolith et pour pouvoir faire Conan, et il se trouve que ça a très très bien marché, vraiment beaucoup mieux que ce qu'on attendait, parce qu'à l'époque nous on espérait faire quelque chose comme 700 000 euros, on a fait 3,3 millions, donc ça a vraiment vraiment très très bien marché. Et du coup on a continué, et voilà, Monolith a prospéré, il y a eu des hauts et des bas. Parmi les hauts, il y a eu Batman, très clairement, la campagne Batman, c'était une très 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 belle campagne. Je crois que c'était la campagne la plus financée à l'époque de l'année. Et ensuite, on a eu quelques bas, et peu après, et puis là, on s'est vraiment très très bien relevé, et donc on réattaque Batman, et je trouve qu'on attaque assez fort parce qu'on attaque avec le RPG, et ce qui est vraiment moi un plaisir que je voulais me faire depuis longtemps, sauf que économiquement parlant c'était pas toujours évident de se lancer dans le RPG, parce que c'est un milieu très très spécial, et c'est un tout petit milieu à côté du jeu de plateau, sauf que désormais notamment grâce à Netflix, grâce au développement, on va dire, de la pop culture, il y a suffisamment de personnes pour rendre le truc vivable. Et donc là, voilà, on est sur Batman, et franchement, on est très content de ce qu'on fait, et je pense que le jeu va pouvoir marquer les esprits, parce qu'en termes de qualité, je laisserai Nico en parler, mais vraiment en termes de produit, je pense qu'on va étonner les gens, vraiment. Parce qu'on avait vraiment observé un petit peu, en tout cas de mon côté, qu'avec après la période de confinement, en fait, on avait vu que le jeu de rôle revenait ou devenait à la mode, puisqu'il y avait pas mal même de streaming, en fait, de chaînes qui diffusaient juste des gens qui y jouent, et qui étaient en fait très très regardés. Donc c'est un constat que tu as fait qui t'a permis aussi de te dire on va le faire. Exactement. Alors la décision de le faire, elle était antérieure au confinement, elle était antérieure même à la connaissance du Covid, puisqu'on a commencé. Désolé, je regarde, c'était il y a 2 ans et demi. Octobre, il y a 2 ans et demi. Les premières factures que j'ai, moi, c'est octobre 2019. Donc on a commencé avant le Covid. Mais par contre, pendant le Covid, oui, il y a eu une explosion. Vraiment, là, on peut parler d'une explosion des ventes de jeux de rôle, notamment parce que les gens jouaient énormément, pas IRL, mais avec Teams, avec Discord, etc. Ou un truc qui s'appelle Roll20, vraiment des logiciels exprès, et faisaient des parties entre
entre amis à distance et sans aucun problème, quoi. Et oui, ça a vraiment explosé. Ok, Nicolas, je me tourne vers toi aussi pour juste avoir ta présentation, puisque voilà, c'est la première fois qu'on te reçoit dans le podcast. Donc Nicolas Texier, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Et oui, qui je suis? Alors je m'appelle Nicolas Texier, je suis romancier, j'écris des romans de fantasy qui paraissent au Mouton électrique. Et puis donc j'ai eu l'occasion de travailler avec Fred avec beaucoup de plaisir, et puis avec Monolith sur d'autres projets. Et bon voilà, connaissant l'appétence que j'avais pour le domaine de la pop culture et du comics et ainsi de suite, j'ai été recruté parmi l'équipe d'experts sur ce projet. Et que j'ai découvert, enfin, le jeu de rôle, moi j'en fais depuis que je suis adolescent. Ouais. Mais c'était vraiment pour moi l'occasion de plonger beaucoup plus profondément dans Gotham City, dans tout le monde de Batman et ainsi de suite, que j'avais jusque-là, sur lequel j'avais à peu près Ouais, t'es pas un grand fan forcément à la base. Disons que j'avais des repères, que c'est ceux, on va dire, de l'amateur simplement de comics, sans plus. Mais c'est là que j'en ai découvert la richesse, et surtout là que j'ai découvert le potentiel que ça pouvait avoir en termes de jeu de rôle. Puisque on est tout de suite parti, toute l'équipe est tout de suite partie vers une orientation qui était plus celle aussi du roman noir, un peu à la Gotham Central. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire un jeu qui soit pas uniquement où on joue des justiciers, des super-héros masqués et ainsi de suite, mais où on peut jouer n'importe quel citoyen de Gotham, y compris des gangsters, des super-criminels, des justiciers aussi, mais des policiers du GCPD ou des gens comme ça. Donc ça nous permettait de faire évoluer les personnages dans tout un dans plein d'ambiances différentes, que ce soit le polar, l'horreur, le thriller, le truc d'aventure classique, d'action et ainsi de suite. Et ça, pour le coup, ça a été vraiment intéressant, tant pour les règles, puisque moi je me suis occupé de la conception avec toute une équipe, et aussi de la rédaction des règles, mais aussi au niveau des scénarios, puisque enfin je sais pas si on aura l'occasion de parler, mais donc, sûrement. Le projet, c'est 3 livres déjà de base, plus des écrans, etc. Mais pour l'instant, donc surtout 3 livres. Un bon livre de base avec tout le contenu qu'il faut en termes de règles et de conseils aussi, parce que il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément très habitués à faire du jeu de rôle de comics. C'est quand même un univers particulier, donc du coup il y a beaucoup de conseils justement pour s'adapter à la logique des comics, et puis pour guider des gens qui viendraient du jeu de plateau vers le jeu de rôle. Donc le livre de base d'une part, le guide de Gotham, donc qui est fait par Alex Nikolavitch et Xavier Fournier, et qui là est, on va dire, la bible sur Gotham, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander. Et donc voilà, c'est un gros travail sur les 80 ans de parution de Batman depuis de 1939. Et voilà, ça va constituer vraiment un ouvrage de référence. Et puis, en dernier lieu, last but not least, c'est un recueil de scénarios et campagne. Donc, bon, on verra avec le succès de la campagne combien on aura in fine de scénarios. Mais enfin, ça va être... il y a 2 campagnes, plusieurs scénarios indépendants, d'autres scénarios qui sont reliés entre eux, mais qui forment une espèce de semi-campagne. Enfin bref, ça va être très... dans toutes les ambiances, à la fois pour des justiciers et pour des policiers de base, ou même pour des citoyens lambda. Donc l'ensemble, ce triptyque, forme un bel ensemble, et qui nous permet justement d'explorer toutes les facettes que j'ai évoquées tout à l'heure. D'accord, dans Gotham City. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans vos interventions, dans vos présentations, c'est que vous êtes fan de jeux de rôle depuis très jeune, en fait. C'est quelque chose qui vous dit. Alors, à quelqu'un qui n'en a jamais vraiment fait, moi je me rappelle que j'ai fait quelques parties très vite fait au collège, puis après j'ai plus eu d'amis, donc j'ai pu en faire non plus. Mais blague à part, par contre, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu c'est quoi ce qui vous passionne dans le JDR? Alors, qu'est-ce qui en fait son attrait et voilà, et son intérêt? Alors moi, personnellement, c'est le côté un peu narration. Enfin, bon, là, je veux rentrer dans la considération, mais narration partagée, c'est-à-dire que voilà, on a un maître de jeu qui contrôle, on va dire entre guillemets, qui contrôle d'une certaine façon la partie, qui joue les personnages non joueurs, qui met en place l'histoire, et on lâche les joueurs à l'intérieur de son univers. Et je sais pas, j'ai toujours trouvé ça très très intéressant parce que c'est extrêmement interactif, contrairement à un jeu vidéo. Là, le champ des possibles, il est total. Enfin, c'est-à-dire que si je décide là, je sais pas moi, d'aller voir telle personne, je sais qu'elle existe, je peux aller la voir, même si je suis pas contraint par le scénario. Le scénario, c'est une ligne directrice entre guillemets, c'est quelque chose à résoudre ou pas d'ailleurs, mais je suis pas contraint par le scénario, et donc voilà, c'est l'ensemble des discussions qu'il y a avec les autres joueurs et avec le maître de jeu qui permet
permet, mine de rien, de faire avancer peu à peu la trame du scénario jusqu'à le résoudre ou non. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'à côté. Enfin, on peut vraiment se faire des délires. C'est vrai que j'ai assez. Enfin, Nico t'expliquera mieux que moi en fait, mais moi j'ai toujours adoré ce mode de jeu, notamment le jeu de rôle. Parce que contrairement aux jeux plus réglementés, il n'y a pas le côté complétude, c'est-à-dire que tu n'es pas dans un univers complètement borné avec ses murs, ses cases, où tu ne peux pas sortir de ta case, où tu ne peux pas sortir de la règle. Même la règle dans le jeu de rôle, elle est relativement élastique. Enfin, t'as de la flexibilité. En fait, t'as de la flexibilité à tous les niveaux. C'est un espace de liberté. Vraiment, vraiment intéressant. Et mine de rien, l'interprétation de ton personnage aussi, je sais pas, c'est un peu con ce que je vais te dire, mais j'ai l'impression que c'est au théâtre d'impro, ce qui est le ping-pong au tennis. C'est-à-dire que les pongistes vont pas être contents. Ouais. Pardon. Le tennis de table, le tennis. Très bien, vas-y Nicolas, je me tourne vers toi aussi. Moi ça rejoint évidemment tout ce que dit Fred, mais il y a effectivement d'abord la liberté narrative, ça c'est clair. Enfin, moi ce que j'adore encore aujourd'hui, c'est de concevoir des histoires, c'est de les mettre en ambiance, de les mettre en scène, je veux dire, et puis le fait est que ce soit une création collective, ça c'est important aussi, l'aspect collectif est finalement très convivial du jeu de rôle. Et puis surtout le fait de poser des ambiances et ainsi de suite. Moi, j'ai fait un scénario de test il y a pas très longtemps là, avec justement pour Batman, qui le début ça se déroule dans une petite salle de boxe, et le retour que j'en ai eu ensuite, c'était de dire c'était super, j'avais vraiment l'impression d'être dans un combat de boxe et ainsi de suite, et c'est emmener des gens vers des émotions, vers des moments de jeu aussi, c'est bon parce qu'il y a tout l'aspect ludique. Et mais bon, je fais une campagne sur un autre jeu depuis maintenant 2 ans et quelques. Et bon voilà, il y a eu des moments un peu, y compris un peu émouvants quand on célèbre le décès d'un personnage, et ainsi de suite. Mais cela dit, enfin, de toute façon, c'est d'abord un jeu, et c'est ce côté très libre, effectivement, comme disait Fred, qui permet de faire tout ce qu'on veut dans un univers très donné et qui est très fort. C'est-à-dire que la plupart du temps, ce qu'on apprécie dans le jeu de rôle, c'est l'ambiance dans laquelle ça se déroule, et que ça soit le monde, je sais pas moi, d'Elric, le monde de Dune, et ainsi de suite. C'est vraiment ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'on a voulu proposer aussi un jeu de rôle Batman, parce que on nous a semblé que Gotham City, c'était l'univers idéal. Parce que c'est vraiment ça représente tout on va dire, le topos de la ville américaine, de la mégapole américaine, avec toute l'imaginaire qu'on a pu constituer là-dessus à travers les comics, mais aussi à travers les films d'action, à travers toutes les séries, enfin, et c'est un champ infini de possibilités, quoi. Mais c'est-à-dire que vous parlez beaucoup de l'aspect de liberté, de souplesse des choses, mais tu peux pas non plus faire tout ce que tu as envie. Par exemple, si je dis que j'incarne un personnage de Mafra, je peux pas dire, là, je sors un pistolet laser et je découpe un trou dans un mur. C'est pas, il y a quand même des règles dans l'univers qui doivent être appliquées. Parce que il y a une cohérence. En fait, il y a une cohérence parce que tu ne peux pas, parce que tu n'as pas de pistolet laser. Après, si dans ton background, tu expliques pourquoi tu es allé voir, je sais pas moi, quelqu'un, un scientifique qui t'a fabriqué un pistolet laser, alors tu auras un pistolet laser d'une façon ou d'une autre. Mais non, t'es quand même t'es d'une certaine façon t'as la limite de la règle. On va dire que la règle, moi j'aime bien l'analogie, c'est la physique du monde dans lequel t'es. Donc comme si tu te jettes d'un immeuble, t'es mort. Enfin, comme dans la vraie vie, parce que dans l'univers de Gotham, si tu jettes d'un immeuble, à moins que tu aies une Batcap, quoi. À moins que tu aies une Batcap. Mais si tu te prends une balle dans la tête, il y a de fortes chances que tu sois mort dans le coma ou mort. Neutralisé. Oui, neutralisé. Il n'y a pas trop d'options, en fait. La balle dans la tête, c'est assez radical. Non, mais voilà. Non, la liberté, ça veut pas dire faire n'importe quoi. Voilà. D'accord. T'es contraint par la cohérence. De toute façon, c'est là qu'intervient le livre de règles, j'imagine, pour bien poser aussi les bases de ce que tu peux faire et de ce que tu ne peux faire. Il y a une espèce de contrat moral aussi entre les gens autour de la table. On est censé respecter, pas complètement casser tout ce qui existe. Oui, parce que si t'es juste là pour foutre la merde, c'est pas très intéressant pour personne, en fait. C'est intéressant quand t'as 12 ans, mais passer là, cet âge-là, de la transgression, c'est pas un peu de son intérêt. Ouais, d'accord. Et c'est mieux pour vous, enfin, vous préférez être joueur ou maître du jeu? Parce que je me dis que c'est pas du tout la même expérience non plus. D'avoir un certain petit,
tu as un plaisir à incarner ton personnage, mais tu dois aussi avoir un plaisir c'est un peu contrôle fric, à définir ton univers, tes règles. Moi, clairement, maître de jeu. Ouais. Alors moi, je préférais maître de jeu avant, et c'est vrai que là, en ce moment, par paresse, on va dire, je préfère être joueur parce que, voilà, je m'installe sur la table et je joue, je lance mes dés et je repars. Voilà. J'ai pas la préparation du scénario, j'ai pas à lire un scénario avant. Donc voilà. Mais c'est vrai que maître de jeu, j'aime beaucoup aussi, mais ça demande un peu plus d'investissement. Alors que joueur, ça demande un investissement qui est extrêmement réduit dans le temps. C'est le temps de la partie. Du temps, ouais, voilà. C'est ça. Ça te demande d'être attentif, juste pendant la partie, alors que quand t'es MJ, j'imagine qu'il faut préparer en amont alors. Oui. Alors après, il y a des gens aussi qui fonctionnent ce qu'on appelle en mode bac à sable, c'est-à-dire qu'ils ils se disent voilà, vous jouez 3 flics du CPD un matin, machin, il y a un petit briefing que fait le chef de poste, et puis ensuite, le mec part à l'aventure, et puis faut plutôt être talentueux, mais tu peux improviser des tas de. Tu peux l'improviser, ouais. Oui, bien sûr. Mais bon, faut bien gérer. Et puis, des fois aussi, il y a des joueurs qui sont très proactifs et qui vont eux-mêmes s'inventer pour leur personnage une vie personnelle qui va elle-même générer, je sais pas, moi, imagine un agent du CPD, il est à la colle avec une nana qui a des problèmes d'addiction, je ne sais quoi, elle est emmerdée par son trafiquant, du coup, lui, on peut partir là-dessus. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de création collective. Alors, il y a des jeux, suivant les jeux de rôle, il y en a qui misent beaucoup là-dessus. Vraiment, là, c'est une narration davantage partagée, qui rentre dans les règles et tout. Bon, nous, on est resté sur une approche assez classique, à travers un système de jeu qui est très éprouvé, un système des 20 qui existe depuis très longtemps. Bon, parce que on estime que ces trucs-là, soit on a le feeling, soit on l'a pas, et on n'a pas besoin de le forcer par les règles, quoi. Alors, le système des 20, c'est celui de Donjons et Dragons. Tout simplement. Non, mais je rappelle que ceux qui nous écoutent ne sont pas forcément des rôlistes. Donc, je sais pas si tu veux le définir, Fred. Tu le définiras mieux que moi, vu que toi, tu as travaillé directement dessus. Mais en tout cas, je pense que de toute façon, il faut regarder le premier épisode de Stranger Things pour avoir une réponse à la question. Qu'est-ce qu'un jeu de rôle? Même de la 3e saison. Mais, puisqu'il recommence avec Ah oui, je parle de ça, moi. Ah oui. Mais, donc, en gros, c'est, le système des 20, c'est tout bête, hein. C'est qu'en fait, il faut obtenir un score pour réussir une action. Avec un dé à 20 faces. Avec un dé à 20 faces. Et ce score, il va être, comment dire, on va recevoir des bonus par rapport à une grille de caractéristiques. La plupart du temps, c'est 6 caractéristiques, donc qui définissent à la fois les qualités intellectuelles et physiques du personnage, voire psychiques dans selon les univers, mais du personnage. Donc, il va avoir un score en force, en dextérité, etc. Et ça va déterminer la manière dont il va se débrouiller par rapport à ce qu'il est. En gros, tu jettes un des 20, tu ajoutes ton bonus, et si tu passes un certain seuil, tu réussis ton action. Et plus tu passes ce seuil, plus ton action est réussie. Voilà. Oui, c'est ça. Il y a un système de progression aussi qui fait que ton personnage, plus il avance dans les aventures et plus il va être puissant parce qu'il obtient des bonus supplémentaires. Donc voilà, c'est vraiment très très grossièrement défini la manière dont on peut parler du D20. D'accord, ok. Je reviens vers toi, Fred, parce que tu disais donc que le projet de faire le JDR était antérieur donc au confinement, donc il y avait quand même une envie qui était sous-jacente, et parce que tu dis que tu viens de là, enfin que c'est quand même ta passion première. Donc est-ce que tu peux quand même chronologiquement me dire à quel moment, en fait, par rapport même aux campagnes du jeu de plateau Gotham City Chronicles, à quel moment tu t'es dit bon, maintenant on va tenter de faire le RPG Alors justement, c'est très très lié au jeu de plateau, vu que en fait, c'est lié à l'obtention de la licence. Le fait qu'on ait eu le jeu de plateau, que c'est très bien marché et que donc on ait pu renouveler la licence, ça a poussé des gens autour de moi et moi-même à nous dire mais pourquoi, quitte à avoir déjà, en plus il y a déjà des figurines, parce qu'il y a des gens qui adorent jouer au jeu de rôle avec des figurines, pourquoi ne pas aller au bout de l'expérience et leur offrir l'expérience jeu de rôle. Et sachant que moi ça m'intéressait beaucoup de faire du jeu de rôle, j'ai dit oui. C'était un membre de l'équipe, c'est François Verstraté dans l'équipe qui voulait qui me tannait depuis 2 ans pour qu'on fasse un jeu de rôle Batman dès lors qu'il a su que j'avais la licence Batman. Et au début, j'étais assez réticent parce que j'avais peur que ce soit trop de boulot, vraiment, vraiment beaucoup de boulot pour des résultats moyens. Et finalement, je me suis laissé convaincre parce que
parce que le projet était quand même très attirant et surtout on a fait un repas en fait où il y avait notamment Nico. On a commencé à discuter de ce qu'on pouvait faire, de ce que ça pourrait donner, de Gotham, voilà, des différentes approches. Hein. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé aussi de l'approche, parce que moi au départ j'étais plus dans une approche vigilante, super-héros, et c'est vrai que j'avais un peu omis le côté polar. Et là c'est vrai que notamment toi, hein, Nico, tu avais beaucoup insisté sur l'aspect polar de Gotham, et c'est vrai que ça devenait très très intéressant. Moi au final ça m'intéressait même plus. Et bon donc je suis allé voir Warner, je leur ai dit écoutez, j'aimerais une extension au contrat, qu'on élargisse un peu le spectre du contrat, et parce que je veux faire du jeu de rôle. Alors eux au début ne savaient pas ce qu'était du jeu de rôle, c'était assez ouais, c'était bizarre. Enfin, ils connaissaient de noms jeu de rôle, mais il n'y avait pas de ligne contractuelle par exemple pour le jeu de rôle, ça n'existait pas dans leur contrat de jeu de rôle. Parce que le contrat que vous aviez, l'accord que vous aviez, c'était juste pour faire du jeu de plateau. Alors c'était à la base alors c'est du jeu au sens large, on va dire. Okay. Mais pour eux le jeu de rôle, ils savaient pas trop comment le placer. Est-ce qu'il s'agit de publishing, est-ce qu'il s'agit de jeu tout court? C'était assez compliqué et ça n'existait pas dans leur matrice en fait. Vraiment il y a rien, voilà, le jeu de rôle c'était inexistant chez eux parce que ça représentait un marché beaucoup trop petit, et que j'imagine le découpage des licences chez Warner, il datait déjà de quelques années, on va dire, et il a été fait avant le rebond du jeu de rôle, on va dire. Donc ça n'existait pas, donc on a travaillé ensemble, hein, on a circonscrit ensemble le contrat. C'est pour ça qu'aujourd'hui par exemple on n'a pas encore les PDF. Les PDF, on va les avoir très certainement, mais aujourd'hui ils sont pas encore dans la licence elle-même, parce que la licence elle a été définie entre guillemets par notre travail à nous, hein. C'est vraiment c'est très très empirique en fait. C'est eux n'avaient jamais fait ça. Ils avaient fait un jeu de rôle en 89 je crois, je sais pas s'il y en a eu d'autres, mais je suis même pas sûr qu'à l'époque DC appartenait à Warner, je pense pas hein. Donc voilà, je pense que tout ce qui avait été fait c'était pré-Warner. D'accord. Mais c'est marrant en fait d'avoir une boîte aussi importante en fait, ne pas être en fait dans ce genre de secteur alors. Ouais, tout à fait. Mais je pense qu'on a une idée souvent. Voilà, on se fait beaucoup d'idées sur les très grosses boîtes et qu'elles ont aussi elles ne sont pas omniscientes, hein, loin de là. Ok, très bien. Et alors, d'un point de vue toujours aussi un petit peu chronologique, alors, quand vous vous dites, ok, on va faire un JDR, Warner vous dit, ok, c'est bon, vous pouvez le faire. Comment on commence? Comment ça se prépare? Parce que on situe l'action dans Gotham City à l'évidence. Ouais. C'est ça, les débuts ont été un peu bordéliques, on va dire, mais vas-y. Oui, parce que la question c'est de savoir aussi quel système adopter, sur quel modèle on partait. Compte tenu des gens qui avaient autour de la table, il y a eu un consensus assez rapide sur le fait qu'on ferait d'une part un guide de Gotham, d'autre part un livre de règles naturellement, et puis d'autre part on avait quand même quelques connaisseurs de jeux de rôle et de scénaristes. Parce qu'il y avait d'autres options de bouquins à faire, par exemple, c'est-à-dire que vous pouviez faire encore d'autres choses. On aurait pu faire un seul livre dans lequel il y aurait tout, par exemple. Ouais. Mais ça aurait été aussi très limité. Il y avait d'autres exemples où il y a beaucoup de gammes qui commencent simplement avec un livre de base. Un livre de règles, et puis ensuite les extensions viennent 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, etc. Ce qui est un peu agaçant pour le meneur de jeu, pour les joueurs, parce que c'est quand même mieux d'avoir tout de suite, quoi. C'est un peu bridé alors, dès le départ. Et c'est l'intérêt de ce qu'on a, du travail qu'on a accompli aujourd'hui, c'est que de ce qu'on propose sur Kickstarter en ce moment, c'est précisément d'avoir quelque chose de parfaitement complet. Et là, pour le coup, on a tout, y compris les 2 écrans de jeu si on veut, enfin bref. Mais on a une offre complète, contrairement à d'autres trucs où, c'est des gammes qui commencent et qui se poursuivent ou pas, d'ailleurs. Et puis ensuite, une fois qu'on a déterminé à peu près sur quoi on partait, il a fallu choisir un système de jeu aussi. Et l'idée, c'était de travailler à partir des gens qui avaient apprécié le jeu de plateau, qui étaient quand même assez nombreux, y compris outre-Atlantique. Donc, l'idée c'est assez vite imposé de prendre un système qui était celui de D&D, qui est quand même le plus connu. Alors après, il a, comme tout système, on peut lui trouver des défauts et des qualités. Ouais. Mais tu peux en faire des variations au pire. Et c'est surtout que parce que le système des vins en soi, ça permet de vaguement situer ce que ça peut être pour les rôlistes. Mais derrière, en fait, c'est tellement souple qu'on peut vraiment en faire ce qu'on veut. Et donc ensuite, au bout de quelques temps, on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une base qui existait en français, qui s'appelle Chronique oubliée contemporain,
qui est un jeu de rôle. Donc c'est voilà, qui a été développé par Black Book et donc il y avait une vraie base pour du jeu de rôle contemporain qui fonctionnait, qui était à la fois souple et robuste. Donc il fallait partir de là pour ça, c'était une bonne idée de partir là. Donc on est rentré en partenariat, enfin c'est ça hein, oui, on est allé voir Black Book, on a discuté de l'éventualité justement d'utiliser leur système contre l'amélioration, hein, évidemment. Et on s'est mis d'accord parce qu'il y avait un intérêt notamment, c'est que il y avait des variations par rapport au basique Donjons et Dragons qui était intéressante, qui est le système de voix, qui est un système de progression qui est différent d'un système très classe qui marche, enfin les classes de personnages, ça marche très bien dans le médiéval fantastique, enfin dans les univers un peu comment dire, qui sont très simples, je vais dire. Enfin, c'est un peu, encore une fois, sans jugement de valeur. Non, mais c'est plus binaire, on va dire. Enfin, ça enferme un peu. Et là, le système des voix et de progression par voix, c'est vrai que nous, on l'a jugé plus, pour le coup, plus souple. Enfin, oui, c'est ça. Et puis, ça permettait d'envisager tous les types de compétences qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire de pouvoir, entre guillemets, à la fois pour des flics, des gangsters, etc., mais aussi pour des justiciers, des super criminels, voire des gens qui ont des super pouvoirs, parce qu'ils sont pas forcément très très nombreux à Gotham, mais enfin il y en a quand même. Donc on est parti de cette base-là, puis qui avait l'avantage justement d'avoir été très largement testé par toute une communauté de fans aussi, très accompagnée, et ainsi de suite. Donc, du coup, ça fonctionne. On avait vraiment des fondations solides. Et puis ensuite, on a beaucoup travaillé pour l'adapter justement à Gotham City, à la logique justement de ce monde de justiciers. Enfin, en tout cas, c'est la raison pour laquelle moi j'avais, lors de ce dîner, autant insisté sur l'aspect roman noir et ainsi de suite. C'est que Batman, on dit que c'est toujours le meilleur détective du monde, d'une part. Et surtout, on se rend compte dans beaucoup de comics ou de films ou de séries, ainsi de suite, que la notion de justice, c'est quelque chose de fondamental. Et et comme dans le roman noir en fait, exactement. Donc c'était intéressant d'aller dans cette direction-là, et puis et de pouvoir justement bénéficier de la souplesse de ces systèmes de voix là, qui permettent de tout envisager. Si demain je veux faire la voix du peintre pour quelqu'un qui aurait la puissance de repeindre entièrement une maison, je peux le faire, ça n'aura aucun intérêt, mais en tout cas c'est possible. Et donc on peut faire ça, on peut faire des choses y compris pour aller dans vraiment des trucs qui sont très super pouvoirs quoi. Et puis des voix par contre qui vont être plus spécifiques, un génie du mal, un justicier, un type qui va être spécialiste des arts martiaux et ainsi de suite. Donc ça permet de distinguer vraiment les personnages beaucoup les uns des autres, parce qu'il fallait aussi qu'on ait des personnages de comics à la fin. Enfin, il fallait il faut pas qu'on ait juste que chaque joueur soit un clone de l'autre. Il fallait vraiment qu'on ait des individualités propres dans le groupe, qui se complètent, bien sûr, enfin qui souvent se complètent quand le groupe est bien fait. Mais il fallait qu'on ait ces personnages qui soient haut en couleur entre guillemets et qui jouent sur des variations fines, parce que quand on regarde la Batman Family par exemple, les personnages sont finalement assez similaires en termes de comportement, mais aussi en termes de pouvoir, si on peut dire entre guillemets. Et là, l'intérêt justement de ce système de voix, c'est que si on avait eu Fred parlait de classe de personnages, c'est-à-dire qu'en fait, pour expliquer à ceux qui connaissent pas de jeu de rôle, c'est que dans Donjons et Dragons, quand on crée son personnage, on va choisir d'être un guerrier, ou alors un barde, ou alors un voleur, ou alors un magicien, etc. Et ça détermine tout le reste, et on sortira jamais de cette voie-là. Même si, après, il y a 2-3 adaptations qui permettent d'amender tout ça, mais globalement, par contre, avec le système de voix, on crée son personnage, on est un petit peu guidé au départ par la création, au moment de la création, et puis ensuite, on va pouvoir adopter des voix celle qu'on veut. Donc entre, on va dire, spoiler et puis je sais pas, Red Robin par exemple, on va avoir des différences assez fines mais qui vont quand même pouvoir exister. Tandis que si on avait eu une classe justicier, ils auraient été bâtis exactement sur le même modèle. Voilà, donc là, si on regarde un Red Hood ou un Nightwing par exemple, même s'il y a des racines communes assez fortes, on voit bien qu'on est ensuite on a quelque part l'agilité contre le bourrinage. Enfin, ça on peut assez facilement avec les voix le représenter justement. Puis même d'un point de vue moral, t'as plus le justicier et le vigilanté de l'autre aussi par rapport aux méthodes d'action. Mais donc ça te permet en fait de pas juste être cantonné dans un rôle où en fait la seule façon de te démarquer ce serait juste de choisir des compétences plutôt que d'autres. C'est pour. Est-ce que tu peux changer alors aussi radicalement, on va dire oui. Mais en fait, il y a plein de choses qui permettent de le faire, mais donc le système de voix, ça permet effectivement d'accommoder son personnage avec différents types de compétences, on va dire.
On a aussi, parce que c'est important de faire apparaître ça, tout un système qui est lié à l'éthique des personnages, donc qui est déterminé par rapport à des notions qui sont celles de la justice, du crime, de l'anarchie et de l'ordre. Donc, alors ça sert à la fois d'indicateur, c'est-à-dire que voilà, un personnage un justicier qui va pour lequel la justice est importante, il va avoir un score important en justice, mais il va aussi, s'il accepte de marcher sur la loi pour pour arriver à ses fins, comme Redwood par exemple, il va aussi avoir un score de crime qui peut être assez élevé et ainsi de suite. Donc ça permet, ça a aussi une utilisation en jeu que je détaillerai pas ici parce que ça parle pas tellement aux gens forcément qui pratiquent pas les jeux de rôle. Mais disons que c'est des choses qui peuvent évoluer, qui vont évoluer au fur et à mesure des actes que va accomplir le personnage, et ainsi de suite. Donc il y a tout un ensemble, toute une gamme comme ça de choses qui permettent que les personnages évoluent au fil des aventures, ou s'ils sont amenés à une progression, si on joue longtemps son personnage. Et par ailleurs, on a déjà, il y a de toute façon tous ces outils-là dès la création, puisque alors d'une part, on a 3 modes de création différents pour créer des personnages, on va dire des citoyens normaux, citoyens lambda, gangsters, policiers, et ainsi de suite. Un autre mode qui permet de créer des justiciers, des super criminels, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment des qualités intellectuelles ou physiques exceptionnelles. Et puis un mode qui permet aussi de créer des personnages qui ont vraiment des super pouvoirs. Comme Poison Ivy, Clayface, Black Canary, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une première chose. Et puis ensuite... À la création, on peut aussi choisir son niveau d'expérience, c'est-à-dire de déterminer d'emblée si le personnage, c'est juste vraiment un rookie, ou alors si c'est quelqu'un beaucoup plus expérimenté, d'aguerri, et ainsi de suite. Donc tout ça offre, on va dire, une bonne boîte à outils pour créer d'emblée le personnage qu'on souhaite. Parce que si parmi les auditeurs, il y a des gens qui se souviennent un peu de parties anciennes de Donjons Dragons dans lesquelles ils avaient un guerrier niveau 1, et qui était juste un paysan sorti de sa forêt pour aller taper un gobelin. Ils peuvent se dire avec Gotham City ça va pas le faire, mais en fin de compte non, justement on peut d'emblée, si on souhaite démarrer au bas de l'échelle, on peut le faire. Mais si tu veux être Batman dès le départ, tu peux être Batman aussi. Pas forcément Batman, mais enfin quelqu'un qui pourrait prétendre à appartenir à la Batman Family. Ça, tu peux pas jouer Batman. Si tu peux jouer Batman par ailleurs, on fournit les caractéristiques de plein de l'essentiel des figurines qui ont été créées par Monolith. Et donc là, il y a d'ailleurs dans le livre de scénario, il y a un scénario où on incarne Batman. C'est un scénario pour 2 joueurs uniquement, un meneur de jeu et un joueur. Une campagne où on peut choisir d'incarner, je vais y arriver, n'importe quel membre de la Batman Family. Donc on peut jouer des justiciers, des gens à tout niveau, quoi. D'accord. Et alors concrètement, dans ce livre de règles, ce que vous mettez, c'est alors donc il y a tout un volet sur la création de personnages. Oui. Et ensuite, il y a le système de jeu, l'explication du système de jeu. Ensuite, il y a toute l'explication des voix avec leurs détails et ainsi de suite. Et puis ensuite, alors il y a tout ce qui est gadget, combat et ainsi de suite. Et puis ensuite, il y a tout un ensemble de règles optionnelles, donc dans lesquelles les gens peuvent piocher. Et qui concerne, on va dire, les scènes d'action classiques, c'est-à-dire de tout ce qui va être filature, infiltration, poursuite en voiture, ou à pied d'ailleurs, ce genre de choses. Et ensuite, il y a toute une partie consacrée au conseil, justement, aux meneurs de jeu et aux joueurs. Et en particulier pour les joueurs, on a essayé de faire un focus sur qu'est-ce que ça représente que d'appartenir aux forces de l'ordre, qu'est-ce que ça représente que d'être un justicier, et qu'est-ce que ça représente que d'être un gangster ou un super criminel. Sachant qu'à chaque fois, il y a des contraintes il y a des avantages et des inconvénients. Et puis, ça nous a permis aussi de faire un focus sur la procédure pénale aux États-Unis, en l'occurrence à Gotham City, parce qu'on voit ça beaucoup dans les films, sur les mandats de perquisition, l'arrestation, le grand jury, la peine et ainsi de suite. Et c'est un enjeu fort puisque avant la mort de l'acteur qui avait incarné le Joker, Heath Ledger, le deuxième film, le film qui devait suivre, c'était sur le procès du Joker. Ouais, tout à fait, ouais. Ce qui veut bien dire à quel point, d'une part, la notion de justice est importante et la notion de procédure pénale aussi est importante, surtout pour des justiciers qui ne la respectent pas fondamentalement. Et c'est intéressant aussi pour n'importe quel maître de jeu ou joueur de jeu de rôle
qui veut faire des histoires qui se déroulent dans une grande ville américaine et ainsi de suite, souvent, nous, en tout cas européens, on a des repères très flous par rapport à la procédure pénale, alors, française d'une part, mais qui plus est américaine. Donc voilà, c'était intéressant d'avoir ça. D'accord. Et puis donc ça se termine avec des règles spécifiques pour la création de personnages non joueurs, de groupes de personnages anonymes et ainsi de suite. D'accord. Et alors, quand justement on établit ce livret de règles et qu'on doit en fait déterminer la façon dont fonctionne ton JDR, j'imagine qu'il faut le tester aussi pour voir si ça marche. Que quand tu écris tout ça, ça doit être. Alors déjà, vous le coécriviez, vous étiez plusieurs ou c'est que toi qui. Alors moi, je me suis occupé parce que bon, c'était un peu, c'était le deal au départ de la rédaction à proprement parler. Ensuite, au niveau conception, on était 3. Essentiellement à bosser, mais enfin en fait compte plus ou moins tout le monde dans l'équipe a pu mettre son grain de sel à un moment donné. Et puis bon, pour ce qui est des tests, alors naturellement, de toute façon, on fait pas de jeu de rôle sans faire des tests. Donc en fait, on a fait appel à moi j'ai embarqué mon groupe de joueurs, mais chacun a fait appel aussi à des groupes de joueurs qui connaissaient, et donc ça a été joué sur plusieurs tables et ainsi de suite. On a eu des retours. Sur lequel on n'a pas eu beaucoup de soucis à se faire parce que justement on partait d'un système qui était très éprouvé. Donc bon voilà, ça a vraiment été à la marge qu'on a pu se dire bah oui, effectivement, il faut ajuster par-ci, ajuster par-là et ainsi de suite. D'accord. Toi, t'as pu le tester aussi alors moi j'ai fait plusieurs parties, j'ai fait quelques parties. Ça te permettait de vérifier aussi si t'étais satisfait de oui, bien sûr. Après, encore une fois, j'ai jamais eu beaucoup de doutes, notamment parce que, comme ça a été dit, le système avait déjà été joué. Il y a eu beaucoup de déclinaisons de ce système-là. Donc, de toute façon, je savais que ça allait marcher. Enfin, ça n'a pas été une surprise. Tu te méfiais des gens comme Nicolas quand même. Donc, ouais, je me méfie beaucoup des gens. Toujours se méfier des gens qui ont peur des animaux. J'ai pas peur des animaux du tout. Je me méfie beaucoup des gens qui ne boivent pas de café, en fait. Ah oui, voilà. C'est ça. C'est bizarre. Ça, c'est le soft test du podcast à chaque fois. Le mec, il est pas net. Il a quelque chose à cacher. Ouais, clairement. Non, pardon de t'avoir interrompu, mais donc tu pouvais faire le suivi alors et t'avais donc pas trop de doute sur le fait et puis que après le suivi, c'était sur le système, j'étais honnêtement sur la qualité des scénars et du système, j'ai jamais eu de doute. Après les questions, c'était plus des questions d'esthétique, des questions de maquettage, des questions d'artistes aussi qu'on allait faire travailler, parce que il fallait vraiment qu'on soit dans ce même esthétiquement, qu'on soit dans ce registre du comics de Gotham, quoi. Donc c'était c'est plus là-dessus où il fallait regarder ce qu'on pouvait faire, regarder combien ça coûtait aussi, tout simplement, de essayer de faire travailler des mecs du comics, quoi. Ce qu'on a fait, on a eu Sean Murphy la couverture du livre de Gotham, Mathieu Loffray pour la couverture du livre de base, Marini pour un écran de jeu, Brunswick aussi pour la couverture du. On a eu la couverture là, c'est Stéphane Perger, c'est l'autre. Je confonds l'auteur du scénario, c'est terrible, exactement. Donc non, on a vraiment on a Anthony Jean qui a fait beaucoup de boulot, et c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment magnifique ce qu'il a fait. On a, mais alors pas directement sur le jeu de rôle, mais on va sûrement faire un truc peut-être quand même sur le jeu de rôle. On a Jiménez aussi. Jorge Jiménez. Ouais. Ok, ouais. Ouais, il va même nous faire une vidéo là. C'est super cool en fait. Non mais c'est marrant de voir. Alors ça, c'était une bonne expérience aussi. C'était de voir que des gens comme ça qu'on peut un peu idolâtrer. Enfin Murphy, Jiménez, en fait, sont super disponibles, et intéressés. Je veux dire, intéressés par le projet, pas juste par le chèque. Alors là, non, mais je devrais pas le dire aussi, mais ils sont incroyablement pas chers par rapport à ce que je pensais. Murphy, c'est fou. En fait, Murphy, pour l'anecdote, quand il nous a donné son prix, on lui a dit non, écoute, on peut pas, on va mettre 1000 de plus parce que là, sinon. On paye pas ce prix-là. Enfin, on paye pas ce prix-là dans le sens où jamais on a payé un artiste ce prix-là, donc on va monter nos prix. On va plutôt monter tes prix parce que nous, on n'accepte pas à travailler à ce prix-là. Donc c'était marrant parce que ça a donné lieu à une négo inversée. Enfin, j'avais jamais vu ça. Et parce que je pense que les Américains sont vraiment habitués à cracher de la page dans le comics et qui ne se rendent plus compte de leur, en gros, de la valeur de leur travail, et parfois c'est la grande braderie, quoi, vraiment. Donc là, c'est vraiment, on a fait de l'enchère inversée parce que il fallait quand même. Nous, on voulait surtout pouvoir retravailler avec lui par la suite, quoi. Qu'il ait un bon souvenir de Monolith. Mais justement, ça fait le choix des artistes, parce qu'il y a une moitié. Enfin voilà, il y a des artistes américains vraiment, puis des artistes français aussi qui sont là, parce qu'on a quand même Loffray, Anthony Jean ou Stéphane Perger. Donc le choix s'est fait comment? Alors, c'est essentiellement des gens qu'on connaissait pour les Français, et qu'on connaissait. Et moi, vraiment, Anthony, je voulais l'imposer, parce que
vraiment, j'adore ce qu'il fait. Et quand je vois son écran aujourd'hui, je suis persuadé, mais alors plus que persuadé, d'avoir bien fait. Je trouve qu'il a amené une touche vraiment intéressante, justement, à ce qu'on a fait sur Gotham. Ensuite, c'était pour Stéphane Perger, c'était une connaissance de France. L'Offray, on l'avait déjà fait travailler sur Captain Voodoo, un jeu de rôle qu'on avait coédité avec Black Book, et il avait déjà travaillé. On a que des gens qui ont déjà travaillé sur Batman. En fait, on avait que des gens. C'était voilà, entre guillemets, c'était le truc. Il fallait des gens qui aient ou fait du Batman ou fait du super-héros. Donc voilà, ça a été le premier filtre. Et c'est vrai que ça s'est beaucoup fait par interconnaissance, qui on aimait bien, qui on aimerait voir travailler et avec qui on aimerait travailler aussi, parce que il y a quand même beaucoup de drafts, d'échanges entre nous, entre les illustrateurs, nous et Warner, qui doit tout valider. Alors, en plus, très exactement, c'est entre l'illustrateur, nous, Warner, DC, Warner, nous, et illustrateurs. Donc, c'est quand même un process assez long. Donc, il faut quand même aussi des gens avec qui la discussion est assez facile. Parce que quand tu demandes à un mec, non, mais en fait, ça va pas, faut que tu refasses. Non, mais en fait, là, ton Batman, il est habillé comme ça, mais à cette date-là, sa montre, elle était carrée. Donc là, voilà, son plastron ne va pas avec sa montre. Il faut que tu refasses l'un ou l'autre. Bon, refais plutôt la montre. Des choses comme ça. Voilà, il y a beaucoup d'allers-retours. Et ça demande aussi de la part des illustrateurs d'être assez à l'écoute et assez être capable de nous consacrer un peu de temps, parce que voilà, souvent un dessin une illustration est beaucoup plus longue à réaliser que simplement le temps de confection de l'illustration elle-même, parce qu'il faut la refaire ensuite. Enfin, il y a beaucoup de retravail. D'accord, ouais. Et au niveau des retours, ça se passe comment justement le dialogue avec Warner ou même DC pour tout ce qui est validation, est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire ou sur lesquelles ils vous demandent, quand ça se passe, ouais. Ouais, il y a pas mal de choses. Après, on est assez contraint alors on est libre, mais contraint encore une fois par le respect de la licence. Il faut vraiment il faut que tout, jusqu'à la moindre couleur, corresponde réellement. Enfin, tout est très très normé. Si Batman, son costume, il est gris, je sais pas, B152, il faut du gris B152, qui sera peut-être ombré ensuite s'il est à l'ombre, etc. Mais voilà, tout est quand même très très normalisé afin que du premier coup d'œil, tu reconnais, c'est le Batman et c'est le Batman officiel. Donc voilà, tout passe par le prisme entre guillemets de la censure de Warner DC, mais pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que ça nous permet aussi, nous, ensuite, d'avoir un produit canon. C'est-à-dire que même le lore qui est créé, entre guillemets, par le jeu de rôle devient canon, de fait. Et ça, c'est quand même assez intéressant. La contrepartie, c'est que ça rend les choses plus difficiles et plus longues, parce qu'il faut que tout soit vérifié par de multiples personnes à chaque fois. Là, par exemple, pour les scénarios, tout simplement, quand tu leur envoies, je sais pas moi, 500 pages de scénario, ça leur fait bizarre. C'est clair. Non, parce que ce qui était amusant, c'est que, alors d'une part, on a eu la chance de tomber sur des releases chez DC Comics. Ouais. Donc parce qu'on parlait de la Warner au départ, c'est vrai qu'ils ont été un peu déconcertés au début, mais en fait ils sont vite retournés vers DC Comics. Et là, on a eu des interlocuteurs qui savaient ce que c'était que le jeu de rôle. Okay. Donc là, c'était un point intéressant, d'autant je crois sans me tromper, qu'ils avaient déjà été très enthousiastes sur le résultat du jeu de plateau. Oui. Et que du coup, ils ont été très emballés aussi à l'idée de faire un jeu de rôle. Et ce qui est marrant, c'est que sur les scénarios, alors d'une part, on a eu parfois des compliments, ce qui fait toujours plaisir venant de DC Comics. Et par ailleurs, on a eu souvent des remarques qui tenaient, par exemple, aux motivations des vilains. Et alors c'est marrant parce que on imagine toujours que non, il fallait que tel personnage, sa motivation, non, fallait que ce soit mieux justifié parce que et tout. Et ça, c'était intéressant narrativement parlant, parce que du coup ça démontre bien que ils ont chacun leur propre schéma, pattern, quoi, si je puis dire. Et puis c'était intéressant, ça montrait aussi que derrière, chez DC, c'était pas juste je prends une feuille, je la contresigne. Enfin, il lisait vraiment avec une grande attention les scénarios. Non, c'était vraiment leur moindre détail, quoi. Ouais. Quitte à vous demander alors des corrections, des modifications sur plein de. Ouais, même des annulations. Enfin, il y a des trucs, des choses on part même pas là-dedans parce qu'on sait que ça passera pas. Et voilà. Oui, voilà. Ouais. T'as un exemple de truc. Là, je me souviens d'une grande discussion, mais je me souviens plus sur quel était le scénario, mais peut-être un truc trop gore. Non.
Ouais, c'était une campagne que j'avais faite et bon, on s'est vite rendu compte que ça le ferait pas parce qu'il y avait un aspect trou noir en fait. Et bon voilà, faut qu'on reste quand même dans ça devait commencer mal, finir pire, comme un film français. Oui, absolument. Donc c'était assez glauque et bon moi j'avais trouvé ça intéressant parce que c'était mais bon on va plus rester dans Batman et moins dans Hellboy quoi. Ouais, d'accord, ok. Ce qui était parfaitement justifié. C'était le moment aussi pour nous de nous acculturer et pour eux de faire le chemin inverse. Donc le truc c'est que malgré tout ça en fait vous travaillez quand même sur des personnages qui ne vous appartiennent pas enfin qui appartiennent surtout le problème c'est pas que ça vous appartienne pas, c'est surtout que ça appartienne à une énorme boîte qui a aussi une image en fait à surveiller. Effectivement j'imagine que même si Batman pourtant il y a des histoires qui sont quand même très sordides, il y en a quand même des très bonnes, mais j'imagine qu'effectivement tu pouvais peut-être pas faire un scénario où tu vas enquêter sur un boucher pédophile qui massacre des gamins dans les rues de Gotham City. Voilà, mais justement c'est ce que je disais à l'époque sur le là, quand tu prends une licence, dès lors que les mecs sont un peu sérieux, voilà, c'est que tu la loues et tu la rends en l'état. Ouais, c'est voilà, c'est pas ce que je disais. Je me souviens plus exactement sur quoi ça portait, mais je me souviens d'avoir eu ces mots. C'est on la loue et on la rend en l'état. D'accord. Et donc que c'est normal que eux doivent vérifier qu'on la rende bien en l'état et pas en mince c'est tout cassé ça. C'est dégueulasse ce que vous m'avez fait. Du coup, il y a eu un vrai, enfin ça s'est même concrétisé par une espèce de truc. On s'est dit bon voilà ce qu'on a le droit de faire. Mais ça c'était super intéressant. Oui, non, mais ça faut le rappeler. Il y a eu, on a fait un. Comment est-ce qu'on avait appelé ce document ? On s'était inspiré du Comics Code qui a été voilà, dans les années 40, en disant on va reprendre ça et puis on va dire simplement voilà est-ce qu'on a le droit de faire ça, etc. Et ça nous a permis d'avoir une espèce de tableau de la loi quoi, qu'on respecterait nous, mais qui respecterait eux aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous on faisait le boulot, eux ils n'étaient pas censés trop embêtants dès lors qu'on restait dans ce truc-là. Mais c'était simplement l'adoption finalement, ce que je parlais d'acculturation tout à l'heure, mais c'était finalement l'adoption d'un langage commun, quoi, enfin d'un terrain d'entente. Quand connaissant, enfin de ce que je connais un peu des politiques d'ici, j'imagine que pour tout ce qui est sexe, en fait, même si vous faites un jeu de rôle pour adultes, c'est ça très peu. Ils sont pas chelus. Ça, il va falloir beaucoup d'imagination. C'est ça. Malgré la sexualisation des héroïnes en particulier, sûr, mais non, là il va falloir laisser filer son imaginaire, mais nous on n'apportera pas grand-chose. Non, d'accord. Non, mais je m'en doutais, mais c'est parce qu'ils ont vraiment une façon très très bizarre. Au niveau de la représentation de la sexualité, il y en a pas. Voilà. Ouais, c'est ça. Les héros ne baissent pas. C'est comme ça. Une question aussi toujours sur le deuxième bouquin, donc qui est le livret de scénario. Pareil, moi je te pose des questions très candides puisque je suis pas un grand connaisseur du jeu de rôle, mais en fait c'est quoi comment on écrit des scénarios de JDR et deuxième question sera c'est quoi la différence du coup entre un scénario et une campagne? Alors je vais commencer par là. Ce qu'on appelle un scénario, donc c'est une histoire qui va être jouée qui va être vécue par des personnages. Donc typiquement, je vais faire une histoire. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, j'imagine, on est à Gotham City, dans le quartier de l'East End, une petite salle de boxe à l'ancienne, mais que la mafia veut acquérir pour en faire un lieu de trafic. Bon vous tenez la salle je m'adresse aux joueurs, vous tenez la salle de boxe et puis il se passe ça, qu'est-ce que vous faites et ainsi de suite. Donc le scénario là-dedans, sa fonction c'est de donner les éléments, toute l'intrigue, les scènes, décrire les scènes qui sont censées arriver a priori, et puis fournir naturellement tout ce qui va être statistiques, description et ainsi de suite. Donc si je fais une petite salle, si je reprends toujours cet exemple. Le début du scénario, c'est un soir, on est sur le point de fermer. Il y a un gros balèze qui se pointe, qui défie la jeune boxeuse pleine d'avenir, mais en fait, c'est un sbire de la mafia et sa seule volonté, c'est de la casser en deux. Il va falloir justement que le jeu de rôle décrive un peu cette situation, donne les caractéristiques aussi, c'est-à-dire les scores qu'a ce sbire, machin. Et puis ensuite, on va dérouler toute l'histoire parce qu'il va se passer quelque chose derrière, ainsi de suite. Donc ça, c'est un scénario. La campagne, c'est simplement une suite de scénarios. Donc en gros, c'est un énorme scénario, mais qui va être trop volumineux pour que ça soit juste un document, si je peux dire. On va dire que c'est comme différents chapitres dans un bouquin ou ce genre de choses. Donc
Là où j'ai fait une campagne qui s'appelle Gotham City Blues et donc voilà, il y a 3 épisodes qui sont déjà assez dodus chacun et ça veut dire que la situation évolue, c'est plus loin à jouer, donc et tu vas avoir l'occasion aussi de faire progresser ton personnage d'une fois à l'autre. Du coup, c'est intéressant parce que ça, mine de rien, surtout sur les campagnes relativement longues dans le temps ou avec des ellipses de temps, ton personnage, ce n'est pas le même à la fin qu'au début. Enfin voilà, il a pris de la il a pris des XP quoi, de l'expérience et il est meilleur, plus fort. Enfin, il est aussi plus fort, mais il a aussi peut-être des blessures, des séquelles. Enfin voilà, il est différent en tout cas. Et pour ce qui est ça, les scénarios sont capables d'anticiper ou de. Alors il y a un système d'expérience dans le livre de règles. Ouais. Et alors qui est très simple, parce que l'idée c'était parce qu'il y a des systèmes qui peuvent être très complexes en termes d'expérience. Là, l'idée c'était vraiment de faire quelque chose de noob friendly, on va dire. Et c'est un peu comme dans le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'en fait on estime qu'il y a des espèces d'accomplissements et donc quand on atteint l'accomplissement en question, c'est-à-dire que si on résout un truc, c'est pas forcément de vaincre Razazgul, ça peut être simplement de trouver l'indice qui était bien caché ou ce genre de choses. Mais on peut vaincre Razazgul. On peut vaincre si on s'y prend bien et si on est Batman, ça peut fonctionner. Mais bon, voilà, il y a ce petit système et c'est aussi au meneur de jeu de faire vivre tout ça. Et donc, pour revenir à la question de savoir comment on écrit un scénario, alors là, je pense pas qu'il y ait je pense pas qu'il y ait de recettes qui soient universelles. Dans le bouquin de règles, on a fait toute une partie sur la création de scénario. C'est moi qui m'en suis occupé parce que voilà, la narration, c'est aussi mon boulot de romancier, donc c'est des choses qui m'intéressent depuis longtemps. Et donc il y a tous ces conseils là. Après globalement, en général, ça part d'une petite idée. Moi, c'est tout bête, cette histoire de boxe. C'est simplement parce que j'ai revu Rocky Balboa. En fait. Très bien, très bon film. Et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant, Gotham City, salle de boxe, gangster, machin, clac, boum. Et il y avait quelque chose déjà. Et puis ensuite, une fois qu'on a cette idée séminale, comme on dit en général, on se dit, ok, comment j'implique les personnages, ça c'est le plus important. Parce qu'il faut qu'ils se sentent concernés par l'histoire, naturellement. Et puis, une fois qu'on a ce début, ensuite... quel est l'enjeu, quel est le méchant de l'histoire, et tout ça se met en place petit à petit. Et après, il y a l'exercice particulier qui est celui pour un livre comme ça de rédiger tout ça pour que ce soit intelligible à un tiers. Ouais. Mais quand on fait un scénario soi-même, on peut simplement travailler avec des schémas, des notes dégueulasses et ainsi de suite. Il n'y a pas d'obligation de rédiger. Moi, je sais que j'en ai besoin, même quand je fais ça de manière perso, parce que ça me permet de concentrer toutes les idées. Et puis, il y a plein de trucs qui viennent en fait avec la rédaction, comme quand je fais du roman d'ailleurs. Mais bon, c'est pas une règle définitive. L'essentiel, c'est que nous, dans le livre de scénario, on rédige de manière à ce que ce soit à la fois clair et agréable à lire aussi. C'est les retours qu'on a eu en particulier de testeurs, enfin des gens à qui on a pu faire lire ça, c'est de dire c'est vraiment intéressant, on rentre dedans, etc. Parce que des fois, les scénarios de jeux de rôle, c'est pas à lire, c'est pas toujours la fête, quoi. Ouais. Et là, le fait est qu'on travaillait en particulier avec Olivier Caïra et puis Mayer Chakiri. Donc c'était le 3e larron. Enfin, c'est les 3 larrons qu'on travaillait sur les scénarios du livre d'aventure. Et le résultat, c'est qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui fait on s'est bien entendu là-dessus, c'est que c'est aussi agréable de découvrir l'histoire au fur et à mesure et ainsi de suite. Donc voilà, pour résumer tout ce qu'on a pu faire sur ce volume. Mais ces scénarios, ces campagnes, ça a une structure qui est un petit peu qui bénéficie d'une certaine souplesse ou qui est dirigiste parce que par rapport à la liberté qu'on peut avoir dans le JDR, il faut quand même, j'imagine que le MJ s'en tienne aussi à certains éléments pour pas que ça devienne n'importe quoi et que la ligne tracée soit complètement déviée. Alors là, en fait, pour ceux qui connaissent un peu le jeu de rôle, on parle facilement de scénarios très linéaires. C'est-à-dire qu'ils vont, on fait l'action A, ça amène à l'action B, qui amène à l'action C, et ainsi de suite. Donc là, ça suit un chemin, c'est comme un train qui va avec des gares, quoi. Mais bon, sachant que, comme disait Fred tout à l'heure, dans le jeu de rôle, de toute façon, il y a une liberté telle que les joueurs, ils peuvent très bien ne pas du tout suivre l'autoroute qu'on leur propose. Ça arrive souvent aussi. Mais normalement, il y a une espèce de logique qui veut que, effectivement, une scène, à un moment donné, elle est censée se dérouler. Après,
donc il y a ce type de scénario là, et puis il y a des scénarios qui sont beaucoup plus souples. Je sais que dans la campagne Gotham City Blues, par exemple, il y a un début qui est sur les chapeaux de roue, mais qui est assez linéaire pour le coup, parce que c'est vraiment aller d'un point A à un point B avec toutes les épreuves qui sont entre les deux. Mais tout le reste, par contre, est beaucoup plus souple, et puis ça se déroule dans une ambiance de campagne électorale où il y a Oswald Cobblepot qui essaie de prendre la mairie, et dans une guerre des gangs où il y a une nouvelle génération d'organisations criminelles qui essaient de virer les anciens, et toute l'âme de Gotham City. C'est pour ça que ça s'appelle Gotham City Blues. Et là pour le coup c'est beaucoup plus souple, et ça demande, ça octroie beaucoup plus de liberté au maître de jeu de jouer avec tous ces éléments qu'il aura en main pour compliquer la vie des héros et puis rendre l'aventure plus intense, quoi. Alors comment on teste ça aussi? Comment on arrive à avoir que l'équilibre en fait entre souplesse et respect de la ligne narrative en fait est respecté? Ça se teste et ça ne se teste pas, si je puis dire. Ah ouais. C'est-à-dire que en fait, on peut avoir quelque chose de très écrit et ainsi de suite, mais d'une table à une autre, on va avoir des fins complètement différentes. Je crois que ça a été le cas de Monstre pour un soir, je crois, d'Olivier, où c'est un scénario un peu délirant, et voilà, il a eu vraiment des résultats, y compris il y a une grosse campagne aussi dans le livre d'aventure qui s'adresse à des policiers du GCPD, des agents en uniforme, qui vont être confrontés, tout d'un coup ils vont avoir beaucoup de travail et beaucoup de responsabilités, et il y a eu ils ont pas forcément sur toutes les tables, ils n'ont pas forcément évité les catastrophes, ils n'ont pas forcément résolu les énigmes, mais néanmoins l'histoire continue d'avancer. En fait, l'idée c'est que nous on propose une trame que le MJ respecte, avec lequel c'est à lui, quoi. Finalement, une fois que nous on a proposé, c'est pas aussi dirigé qu'un bouquin, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de liberté de ce point de vue-là. Et puis les joueurs aussi, ils réagissent ou pas. C'est pour ça qu'on parle bien de création collective. C'est que finalement, même avec quelque chose avec une proposition qui est bâtie, qui est solide et ainsi de suite, il reste tout cet espace de liberté. C'est ça qui est le plus intéressant en fait dans le jeu de rôle. D'accord. Donc, et ça, pour le coup, je disais que ça ne se teste pas dans la mesure où ça va beaucoup dépendre de la table. C'est-à-dire du meneur de jeu et des joueurs, suivant ce qu'ils ont envie de faire, tout simplement. C'est tout l'intérêt du jeu de rôle. Après, nous, on propose, eux, les gens disposent, quoi. Ouais. Et t'as des durées qui sont déterminées pour chaque type d'aventure, alors tu sais que tu peux faire en gros, après, en général, c'est respecté. Après, c'est toujours pareil, là, ça dépend beaucoup des gens qui sont autour de la table. Bon, d'abord parce que il y a un aspect très convivial dans le jeu de rôle, alors qui se perd un peu, à mon avis, quand on fait ça en distanciel, mais enfin, voilà. Du coup, ça veut dire que les gens, ils se retrouvent un soir de semaine, ils vont d'abord se raconter leur vie, parce que c'est important, la vie aussi. Et donc, il va y avoir un petit temps comme ça accordé à tout ce qui est extra jeu, puis ensuite on s'y met, et puis bon, là, les gens peuvent faire des digressions, peuvent tout d'un coup vouloir beaucoup passer de temps sur un petit détail de la vie de leur personnage, et puis bon, c'est pas grave, on a du temps, de toute façon. Nous, on propose des choses normalement qui sont, voilà, typiquement, on peut indiquer si c'est une histoire plutôt courte ou plutôt longue, mais ça va vraiment dépendre de l'ambiance autour de la table. Il y a aussi des groupes qui sont très qui sont très efficaces dans leur approche, et ils vont essayer de faire ça un tambour battant, et puis d'autres qui vont l'être moins, qu'il va falloir davantage solliciter pour qu'ils puissent. Donc tout ça, c'est vraiment une question de feeling, quoi. Ok. Pour le guide de Gotham, alors comment ça s'est passé, le choix des auteurs, donc Alex Nikolavitch et Xavier Fournier, et puis j'imagine que là aussi dans la rédaction ça a dû être. De toute façon, je veux faire un épisode avec eux pour leur demander comment ils ont fait tout leur travail, mais du point de vue extérieur aussi, par rapport aussi aux validations avec DC qui ont dû être aussi là très 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 nombreuses. Alors déjà le choix des auteurs, il s'est imposé comme une évidence. Hein. Enfin, en France, nous on avait déjà travaillé avec eux sur le jeu de plateau, mais parce qu'on avait fait la recherche on cherchait des spécialistes de l'univers de Gotham, et donc les noms se sont imposés à nous. Donc on a commencé à les approcher, on a discuté avec eux, on s'est bien entendu, et comme ça a très très bien marché, on s'est très bien entendu sur le jeu de plateau, on a décidé de continuer avec eux sur le jeu de rôle. Et ensuite, le guide lui-même, on les a laissés assez libres. Ils ont eu des modèles de ce qu'on appelait des guides en jeu de rôle. Hein. Il y a des guides assez connus en jeu de rôle. Moi, j'aime bien citer le guide de Seattle pour un jeu de rôle qui s'appelle Shadowrun. Il y a aussi
Pour Vampire la Mascarade, il y a des guides aussi à Paris, il y a New York by Night, etc., etc. Donc voilà, qu'ils aient une référence un peu de ce qu'est un guide. Alex, lui, est rôliste, donc voilà, c'est pas Xavier n'est pas rôliste, mais Alex est rôliste, donc Alex pouvait aussi cadrer le tout. Et après, ça a vraiment été un travail plus encyclopédique. Hein, c'est vraiment oui, là, pour le coup, c'est 80 ans qui ont été épluchés case par case. Hein. C'est vraiment... Après, évidemment, on ne garde que ce qui est intéressant. Il y a des... Parce que il a fallu faire un tri. Hein. Il y a des anecdotes, il y a des milliers d'anecdotes. Donc, il a fallu faire un tri. Il y a des endroits qui sont moins intéressants que d'autres ou qui sont... trop anecdotique pour mériter de figurer dans le guide, mais grosso modo c'est quand même je pense le guide de Gotham le plus exhaustif qui existait jusqu'à aujourd'hui, je pense, hein, j'en ai quasiment la certitude, même s'il n'y a pas tout, parce qu'il y a des choses qui n'ont aucun intérêt en fait. Enfin, voilà, ouais. Qu'une boulangerie apparaisse une fois en 1942, ça, on s'en fiche. Enfin, vraiment, ça n'a pas d'intérêt. Non, on s'en fiche pas. Alors, non, d'accord. Alors, en termes de trame narrative possible, ça n'avait pas suffisamment d'importance, si tu veux, pour figurer dans le guide. Mais c'est vraiment, c'est vraiment un très très gros boulot. Mais c'est vraiment, je dirais un boulot encyclopédique universitaire. Hein. C'était vraiment. Ouais. D'accord, ça l'approche. Ça a été très très long. Et avec Warner, du coup, les valides. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout est sourcé. Donc voilà, là où les valides sont plus simples, c'est qu'on peut leur dire voilà. Vous avez qu'à chercher là-dedans pour vérifier. Voilà, cet endroit-là, c'est tel comics, de tel mois, telle année, telle case. Donc voilà, c'est extrêmement bien sourcé. Il y a pas en fait, il y a aucun hasard. Hein. Il y a pas d'invention entre guillemets. C'est vraiment tout est parti du matériau, le comics. Il y a des suppositions qu'a fait Xavier parfois en disant tiens, ça c'est marrant, on n'avait pas d'explication jusqu'ici, mais enfin on peut très facilement le relier à ce truc-là. Ça peut faire partie des hypothèses. C'est uniquement une hypothèse quoi pour le coup. Voilà, il y a pour les situer géographiquement certains endroits, oui, il a fallu parfois il y a des hypothèses en fonction de quoi c'est entouré, par déduction, on se dit donc c'est ici, sans que ce soit clairement établi que c'est ici exactement pour cette fameuse boulangerie par exemple. Mais bon, puis sachant que la cohérence au cours des 80 ans n'a pas forcément été respectée par tous les créateurs forcément. Ouais. Donc ils ont dû parfois travailler sur des incongruités, enfin sur des trucs qui étaient pas qui fonctionnaient pas quoi. Donc, oui, il a fallu faire des choix en fait. Voilà. Enfin voilà, prendre le parti de tel ou tel auteur. Notamment sur des questions toutes bêtes comme la forme du métro ou des choses comme ça, les lignes du métro qui traversent Gotham. Tout le monde n'est pas voilà au cours des. Alors après c'est normal, en 80 ans même les lignes de métro évoluent. Il y en a des fermés dans lesquels il peut se passer plein de trucs, justement. D'accord, ok. Il y a beaucoup plus de stations de métro abandonnées. Beaucoup de métros abandonnés dans Gotham. Les sous-sols de Gotham sont très riches. En fait. C'est-à-dire qu'il y a une carte aussi alors qui essaie de matérialiser tout ça dans la carte, elle est en cours. Elle est en cours, du coup, d'accord. Est-ce qu'il faut, si on veut se lancer là-dedans, alors, parce qu'il y a quand même trois ouvrages différents, j'imagine qu'il y en a un des trois qui est plus essentiel pour pouvoir vraiment jouer. C'est le livre il faut le livre de règles pour commencer, parce que le livre de règles, outre les règles, il y a quand même du matériau comics à l'intérieur, et il faut, la porte d'entrée, ça reste le livre de règles. D'accord. Et ensuite, en fonction, le guide de Gotham, lui, c'est un cadre, c'est vraiment le cadre de jeu. Et le guide de scénar, ce sont les histoires. Donc et le triptyque il est très cohérent en soi. Mais voilà, s'il y a une porte d'entrée, ça reste le livre de règles. Et par rapport à ce que disait Nicolas, pas juste avant, mais un peu avant, le fait d'avoir voulu quand même découper en 3 livres différents plutôt que de faire un ouvrage, certes plus massif, mais un seul ouvrage, Alors, ouais, mais ça fait un ouvrage de plus de 800 pages. Non, 1200 pages plutôt. 1200 pages. Donc voilà, après. Non, ça va, mais il y a un problème. Après, c'est un entraînement. Alors, vous avez peur de faire des livraisons qui pèsent lourd. Ah non, mais de toute façon, non, ça c'est pas. On pense surtout à la luxation de l'épaule. Voilà, dans ton lit, enfin, tu fais ta muscu en même temps, quoi. Ça fait vraiment un très ça aurait fait un pavé colossal. Et ouais, d'ailleurs, ça me permet de glisser un mot sur le format, parce qu'en fait, on est en couverture rigide, et c'est le format d'Urban Black Label. D'accord, ok. Oui, parce qu'il faut que ça fasse beau. Tu vois, regarde. Voilà. Il faut que ça fasse la belle bibliothèque. Très bien une bibliothèque. Ouais, ça fait.
tout va très bien ensemble. En format, donc en format agrandi. Est-ce que tu peux me parler un petit peu juste du modèle économique, parce que vous parlez donc sur Kickstarter, et alors Kickstarter, donc on a dit quand on enregistre et tout, on est en train de passer le 1 million d'euros, qui sera du coup dépassé quand le podcast sera mis en ligne. Mais alors c'est des sommes qui sont impressionnantes, mais de toute façon même sur les précédentes campagnes que vous aviez faites avec Gotham City Chronicles, le jeu de plateau, on avait atteint les 3-4 millions pour la toute première, non? Quelque chose d'assez... 4 et ça a fini à 5 avec le PM. Le Pledge Manager. Donc, le Pledge Manager qui est le moment où tu mets ton adresse, tu peux rajouter des trucs si tu as envie. Tu choisis la langue dans laquelle tu veux recevoir. Oui, notamment la langue, tu choisis. Et en gros, tu renseignes aussi, non, parce que ton adresse, c'est quand même important qu'on ait ton adresse pour te l'envoyer. Donc voilà, où tu renseignes, entre guillemets, on renseigne un PM, quoi. Oui, là, en donc la question, c'était parce que donc, il y a des grosses sommes qui arrivent sur Kickstarter, mais alors, quelle est l'économie derrière tout? Combien ça coûte? Parce que j'imagine que, il y a une licence à payer. Oui, alors je vais être extrêmement précis. En gros, alors à quelques pourcents, à 1% près, Kickstarter prélève 10% de la somme totale. De la somme totale, Warner prélève 15%. Les auteurs prennent leur pourcentage d'auteur. Qui est minime par rapport à minime. Non, il y a 12% de droits d'auteur. Sur le livre de base, on rétribue Black Book à hauteur de 8% supplémentaire. Parce que vous leur avez emprunté le système de jeu. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre parce qu'en gros, on est sur un modèle où à la fin, comme je disais tout à l'heure, sur 1 million, on doit avoir une renta autour de 12 à 13% jusqu'à 2 millions. Après, ça devient très très intéressant au-delà de 2 millions. Là, en l'occurrence, 2 millions sur le jeu de rôle, c'est quasiment impossible. Il y a très 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 peu de jeux de rôle qui ont réussi à atteindre ce score-là. Mais donc voilà, en gros, il y a une bonne partie de ce qu'on voit qui part chez nos partenaires, notamment Warner, qui prend quand même la part du lion. Et il y a des investissements surtout très très importants. Là, par exemple, en termes d'illustration, je sais pas, on doit être à plus de 80 000 euros d'illustration. C'est quand même des... Après, c'est normal, c'est aussi comme je disais tout à l'heure, on essaie de faire travailler des gens qui ont beaucoup de métiers et qui sont des pointures dans leur domaine. Il y a beaucoup de traductions aussi, là. On est à 70 000 euros de traduction. Vous le faites en français, en anglais? On le fait français et anglais. Mais la traduction du français vers l'anglais, sur les 3 bouquins, là, on en est actuellement à 70 000 euros. Et donc, en réalité, c'est une grosse somme pour les traducteurs. Après, sans faire de pub, on paye bien. Non, mais c'est vrai, Monolith paye bien. Au moins, on a ça. On a un avantage. On a quoi d'autre? Il y a pas mal de maquettage parce que, comme on dit, s'il y a 1200 pages à maqueter, aujourd'hui, on a deux graphistes qui passent leur temps à maqueter tous les textes en anglais et en français. Donc ça aussi, c'est un coût certain. Mais voilà, l'opération à la fin, oui, elle est rentable. Je vais pas te dire, ah non, c'est horrible. Non, l'opération est rentable. D'accord. Et l'intérêt aussi d'avoir accès à la licence, c'est de pouvoir avoir accès à beaucoup d'illustrations qui sont dans la base de données de Warner, enfin de DC Comics. Ah. Donc ça, pour l'illustration du jeu de rôle, c'est ça, c'est intéressant. Ça ne l'était pas pour le jeu de plateau, par exemple, puisque dans le jeu de plateau, on a quasiment utilisé aucune illustration qui appartenait déjà à Warner. Mais là, dans le jeu de rôle, vu le nombre de pages, évidemment, on utilise aussi des illustrations qui existent déjà. Et là, ça justifie beaucoup plus la licence, parce que c'est vrai que c'est une économie en termes de... je sais pas, si on devait faire 200 ou 300 illustrations... au prix de l'illustration, ça deviendrait vraiment très compliqué là. Ce qui du coup fait des livres tels qu'ils vont être vraiment des beaux livres, ce qu'on appelle par rapport à... Il y a beaucoup de jeux de rôle pour lesquels c'est très important justement cet aspect immersion grâce à l'image. Et là, on bénéficie de tout ce matériau, en fait. D'accord. Et est-ce que tu peux aussi me dire juste un petit mot, parce que en même temps, vous avez fait une campagne double, parce qu'il y a le JDR, donc qui est vraiment la nouveauté pour vous, pour Monolith cette année.
mais aussi la 3e campagne en fait, la 3e saison, du jeu de plateau Gotham City Chronicles. D'ailleurs, ça rend le tout un peu plus compliqué à lire. J'imagine que quand tu débarques pour la première fois sur la page Kickstarter, c'est un peu dur de comprendre qu'est-ce qui est proposé, mais il y avait vraiment un intérêt important, c'est que ça permettait notamment aux anciens propriétaires du jeu de plateau, et donc qui avaient déjà les figurines, de se dire tiens, je peux rajouter, c'est pour finalement pas tant que ça par rapport à l'investissement qui a déjà été fait depuis longtemps sur le jeu de plateau, de se dire je peux rajouter le jeu de rôle, et donc on a eu une transformation assez intéressante. Là aujourd'hui on a à peu près la moitié de nos ventes, ce sont aussi des gens, des fans de Batman qui sont rentrés dans le jeu de rôle par le jeu de plateau. Non, ça on a très bien fait, je pense. Et donc, mais ça impliquait qu'on soit sur la même page et qu'on mette les deux produits sur la même page, sachant que c'est là que les choses sont plus compliquées, c'est que les deux jeux n'en sont pas à leur même stade dans leur vie, quoi. Il y en a un qui, c'est vraiment le tout début, c'est le jeu de rôle, alors que l'autre, effectivement, c'est déjà la S3, la S1, c'était en 2018. Donc nous, on s'est rencontrés en 2017. Tu vois, ça fait déjà 5 ans. 5 ans qu'on a commencé le jeu de plateau, 4 ans qu'il est sorti. Forcément, il y a 2 stades différents qui se télescopent au sein de la même campagne. Donc, oui, la campagne est un peu longue un peu difficile à lire, on va dire. Surtout que, alors maintenant, on a une page miroir en français, mais elle était uniquement en anglais. Et on a quand même beaucoup de francophones qui... Je te dis, je capte pas. Qui galèrent. J'ai du mal à capter. Alors que, attention, tout ce que commandent les francophones est en français. Le jeu, la réalité, c'est que la langue, la VO du jeu, c'est le français. Puisque le jeu, il a été écrit par Nico, etc., c'est-à-dire en français. Mais voilà, je comprends en tout cas que la page puisse être dure à lire, et c'est peut-être au début un peu surprenant. Et on peut avoir une petite difficulté à identifier les différents éléments qui sont proposés. Par contre, une fois qu'on s'habitue un peu, ça va très vite. Et alors par contre, ce que vous avez fait pour cette saison 3, c'était pas forcément de développer encore plus d'expansions avec encore plus de figurines. Vous avez été un peu plus modéré là-dessus en voulant proposer des nouveaux modes de jeu. Voilà. Alors il y a un mode solo coopératif. Voilà, coopératif. Ça, pour moi, c'est plus intéressant dans le jeu de plateau, c'est que on sort un peu. Parce que celui-là, je le comprends pas ce que tu dis. En fait, que les ennemis peuvent être contrôlés par une IA. Alors je t'explique. C'est en gros, grâce à c'est un mode de jeu qui transforme le Batman que tu avais déjà et qui était une sorte de joueur contre tous les autres joueurs. Là, le joueur tout seul n'existe plus, il est remplacé par un deck de cartes qui va gérer selon les scénarios. C'est en fait, tu constitues selon ton scénario ton deck de cartes. On te dit pour tel scénario, tu prends la carte numéro tant, et tu vas pouvoir jouer comme ça ton scénario. Et c'est l'intelligence artificielle / deck de cartes qui va jouer l'adversité. Ce qui fait que là, tous les joueurs sont dans le même camp et se battent contre le jeu, c'est-à-dire contre le deck de cartes. Et ça, c'est une vraie. Alors ça, c'est vraiment le changement le plus profond au niveau du jeu de plateau. C'est-à-dire qu'on en fait vraiment un jeu coopératif comme. Je sais pas, comme Zombicide par exemple est un jeu coopératif. C'est-à-dire que tous les joueurs jouent ensemble contre le jeu et le but c'est de battre le jeu. Voilà, sachant que le jeu, lui, il joue de façon totalement mécanique. Il n'y a pas un cerveau organique derrière. Et donc, c'est une sorte de puzzle game où tu vas tenter de battre le jeu. Voilà, tout simplement. Et tu as quand même voulu aussi mettre, parce que c'était pas l'axe principal, mais il y a quand même aussi un pack avec une expansion avec des figurines. On met quand même de l'extension avec des figurines, parce que de toute façon, c'est attendu. Il y a des personnages, de toute façon, tu as même des nouveaux personnages qui sont apparus depuis, comme Punchline par exemple, que tu dois mettre. Enfin, il y a des nouveaux personnages alors qu'ils ne resteront pas d'ailleurs dans le lore, je sais pas, mais on a quand même une grosse attente malgré tout sur la figurine, parce que on est aussi sur des objets de collection en fait, donc on ne peut pas raisonnablement ne vendre que du gameplay. Il faut un moment que le gameplay il s'inscrive dans du physique, donc les gens attendent de la figurine aussi, donc on a mis de la figurine, mais c'est vrai que cette fois
on n'a pas axé vraiment le tout sur le matériel plastique, quoi, mais vraiment sur le côté jeu, c'est-à-dire donner une seconde vie à ton jeu en le jouant autrement. Ouais, d'accord. Et j'ai une question un peu, je sais pas, provocante. Ouais, vas-y. Mais c'est de dire, en fait, le fait de faire les deux à la fois, est-ce que c'était pas aussi pour minimiser le risque que le JDR ne prenne peut-être pas, en fonction de si vous arriviez pas à rencontrer la communauté, que ça permet un peu de lever en profitant un petit peu du plateau qu'a déjà le jeu de plateau. Alors, complètement. Justement, c'était l'idée de... moi, j'avais estimé qu'on pourrait transformer à peu près entre 10 et 15% des acheteurs initiaux du jeu de plateau. Et la réalité, c'est qu'on va transformer entre 10 et 15% des acheteurs initiaux du jeu de plateau. Donc, on est complètement là-dedans. Non, c'est évidemment. Alors là, alors je vais même être encore plus entre guillemets terre à terre. C'est aussi que nous, une page Kickstarter, ça nous coûte très très cher à réaliser en graphisme parce que ça met beaucoup de temps. Ça mobilise un graphiste chez nous pendant au minimum 2 mois parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Faut y revenir. Ça passe beaucoup de temps, et donc c'est une façon aussi de gagner du temps en fait, parce que et il y a aussi la question tout simplement des frais de port. En bundleisant, ça nous permet de proposer des frais de port beaucoup moins importants que à la même personne lui proposer d'acheter le jeu, puis 3 mois plus tard, lui proposer d'acheter le jeu de rôle. Où là, tu vas payer 2 fois les frais de port, et donc, comme le plus cher dans les frais de port, entre guillemets, c'est le premier kilo, même les premiers 200 grammes en réalité, ça nous permettait d'avoir des offres plus agressives sur les frais de port aussi, tout simplement. Donc, alors évidemment, c'était intéressé. Clairement. Oui, tu restes une entreprise aussi derrière, donc voilà. Il fallait que ce soit le plus alors c'était intéressant et intéressé, mais il fallait que ce soit le plus intéressant aussi possible pour les joueurs. Voilà, et de façon très très prosaïque, regrouper les deux, c'est ce qui nous permettait, d'équilibrer le risque et d'avoir les frais les plus intéressants. Voilà, les plus intéressants pour les joueurs. D'accord. Ouais. Et il y a aussi un autre détail qui m'a marqué, c'est la réduction du temps de la campagne, qui est cette fois-ci, je trouve, extrêmement rapide, pour pas dire courte, par rapport, on avait eu 1 mois quand même pour le premier Gotham City Chronicles. Là, on est sur 10 jours, enfin 17 jours. Pardon. Et alors ça, c'est une tendance très très lourde sur Kickstarter. Nous, quand on a fait la campagne de Gotham en 1 mois, on était déjà à la fin des campagnes qui durent 1 mois. Voilà, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de campagnes sur Kickstarter, et il y a tellement de concurrence que beaucoup de campagnes se chevauchent, et que du coup, en gros, même si ça peut paraître contre-intuitif, tu ne gagnes pas 1 euro de plus en étant sur 1 mois que sur 2 semaines. Et comme je te le disais tout à l'heure, je pense même que l'avenir des campagnes, c'est plutôt 10 jours, 1 semaine. C'est vraiment parce qu'il y a aussi quelque chose qui change, c'est la communication pré-campagne. La communication pré-campagne, elle est beaucoup plus forte, ce qui fait que ça concentre l'acte d'achat dans les premiers jours de ta campagne. Nous, par exemple, on est couramment même sur une campagne de 2 semaines, on va, le premier soir, on va quasiment faire 50% de la campagne sur les premières heures. Ce qui fait que, en gros, faire durer ensuite la campagne, ça ne sert à rien, parce que l'autre moment fort de la campagne, c'est les 2 derniers jours. Ouais. Mais entre les deux, une campagne est toujours très très calme, et du coup tu t'aperçois que de toute façon c'est juste des reports. En allongeant ta campagne, tu changes juste le moment où les gens vont acheter, tu l'éloignes en fait, mais ça, sur le résultat global, il y a très 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 peu de changements. Tu penses pas que le fait d'avoir une campagne assez longue, ça te permet aussi par moment d'avoir une rencontre fortuite avec quelqu'un qui peut en parler, avec un média qui s'y intéresse parce qui attend de voir la chose, et que d'un coup ça peut faire... Alors oui, c'est possible. Alors oui, c'est vrai. Mais si c'est trop fortuit, c'est que c'est de notre faute, c'est-à-dire que nous on n'a pas su préparer avant. Et il y a un autre problème aux très longues campagnes. Lorsqu'il y a du télescopage, c'est que sur les longues campagnes, on voit désormais des jours négatifs. C'est-à-dire que quand, imagine, tu fais une campagne, au bout de 2 semaines, tu es vraiment en plein ventre mou de la campagne, tu fais peut-être, je dis n'importe quoi, 2000 € par jour,
et s'ouvre en parallèle à côté une campagne concurrente d'un très gros qui lui est à son démarrage, donc à son pic. Ce que tu vas voir, c'est une vampirisation de tes backers à toi, de tes pledgers, vers cette campagne-là, et donc les gens retirent leur argent de chez toi pour le mettre là-bas. Et ça, psychologiquement, c'est très très dur, parce que tu peux à tout moment retirer ton argent. Tant que la campagne n'est pas terminée, l'argent n'est pas prélevé. En fait, c'est voilà. Donc, je pensais que c'était une promesse, enfin que tu pouvais quand même. Non, sur Kickstarter, il y a sur Ulule, c'est le cas, mais sur Kickstarter, c'est très très simple de retirer son argent, c'est un clic. Et du coup, il y a pas de, ça crée vraiment ce phénomène lors des chevauchements. Enfin, moi, je me souviens très bien, j'ai déjà eu des campagnes où, au bout de 5 jours, j'avais beaucoup plus d'argent qu'au bout de 10. C'est en gros 5 jours de croissance et 10 jours de descente vraiment très raide. Parce que t'as aussi tu génères de l'ennui aussi au bout d'un moment, parce que c'est dur d'alimenter la campagne en nouveauté. T'as un effet aussi un peu de plus ça marche, mais donc plus ça marche pas. C'est-à-dire que quand les gens voient que d'autres personnes commencent à partir, ils se posent des questions sur l'intérêt même. Est-ce que vraiment je m'intéresse? Qu'est-ce que j'en ai besoin? Ça a l'air tellement plus brillant à côté. Voilà, donc non, faut les longues campagnes. Je pense que des campagnes d'un mois, on en verra quasiment plus. Je te dis, je pense que d'ici 1 ou 2 ans, on sera sur des campagnes d'1 semaine. Ah ouais, d'accord. Vraiment, on faudra vraiment dire si tu veux backer, faut backer. Parce qu'après, il y a le PM, il y a le Pledge Manager où tu peux backer aussi. Et c'est vrai que là, par contre, tu es sur du temps long. C'est beaucoup. Oui, alors en parallèle, pardon, ça j'aurais dû être plus clair, mais en parallèle du raccourcissement des campagnes, ce qu'on a vu, c'est un allongement des PM. Où là, par contre, tu peux laisser, ça fonctionne un peu comme une boutique en ligne qui restera ouverte jusqu'à ce que les fichiers partent à l'usine. Donc là, par contre, tu es sur des PM de 3, 4, 5 mois. D'accord. Donc voilà, où là, c'est le temps. Si tu veux dire, tiens, j'ai envie de prendre un truc en plus. Exactement. Je peux le faire. Donc là, tu es sur le temps long, tout est plus posé. Quelque part, en fait, le fait de réduire la durée, c'est surtout pour pousser les gens à quelque part à s'inscrire à la boutique en ligne que constitue le Pledge Manager. De toute façon, vu que c'est pas validé forcément, que tu peux l'ajuster après. En fait, le mec qui met même 1 euro, tu t'assures ça lui assure une place dans au la PM, boutique, au PM, à la boutique. Appelons un chat un chat. Un PM, c'est une boutique en ligne. En fait, c'est exactement ça. Et donc, ça t'assure une ouverture sur la boutique en ligne. Et là, tu vas avoir plusieurs mois pour te décider. Plusieurs mois, c'est tout con, mais ça veut dire plusieurs salaires aussi. C'est-à-dire que tu mets pas tous tes œufs dans le même panier. Enfin, voilà, c'est vraiment autre chose. T'es vraiment sur un temps long et t'es pas dans l'euphorie de la campagne. C'est vraiment 2 approches complètement différentes. Et oui, c'est vrai, ça s'est polarisé. Des campagnes de plus en plus courtes avec des PM de plus en plus longues. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et sur la politique tarifaire, comment vous avez choisi? Alors, comment vous choisissez les prix de chacun des bouquins alors ça, c'est pas dur. Les prix des bouquins, ils sont donnés par les devis, en fait. Enfin, vraiment, on regarde combien nous coûte un bouquin, combien on va devoir payer à chaque intermédiaire, combien on va devoir payer à chaque partenaire, y compris l'État, sous forme de taxes. Et on fait notre pricing, quoi. On regarde aussi quelle est notre estimation de vente, parce que dans le bouquin, comme tu sais, beaucoup plus que dans le jeu de plateau, les prix drop très très fortement avec le volume, mais vraiment vraiment très fortement. Donc voilà, si on a une estimation, si on pense d'entrée de jeu qu'on peut en faire, je dis n'importe quoi, 5-6 000, c'est pas du tout la même politique tarifaire initiale que si on pense qu'on est capé à 1000-1200. C'est vraiment là pas du tout la même chose. Et on regarde aussi ce que propose la concurrence, tout simplement, et que pour un nombre équivalent de pages à qualité égale. Et donc, on fonctionne comme ça. Encore une fois, de façon très très prosaïque. On regarde ce que font les autres, on regarde combien ça nous coûte, on regarde ce qu'on peut faire. Sachant qu'il y a une espèce de standard qui s'est imposé dans le jeu de rôle, en tout cas. Qui a été imposé par Donjons et Dragons. Oui, exactement. Ça fait 50 ans que ça dure. Mais en termes de pagination, de présentation et du coup de prix. Ouais. Ce qui a cru très fortement dans le jeu de rôle, c'est la qualité. Par contre, là, tu te retrouves vraiment aujourd'hui avec les jeux de rôle qui sortent aujourd'hui par rapport aux jeux de rôle qui sortaient il y a 20-30 ans. Ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment il y a 20-30 ans. T'avais des belles couvertures. À l'époque, on les trouvait belles. Aujourd'hui, on les trouvait dégueulasses. Et l'intérieur était, déjà à l'époque, on le trouvait dégueulasse. Ça, c'était en noir et blanc, papier très fin, tout noir et blanc, dessiné par le petit frère. C'était vraiment horrible.
Là, je suis désolé, mais la moindre petite illustration d'intérieur, elle est full color, papier épais, gros grammage et super artiste derrière, quoi. C'est vraiment. Mais vous n'avez pas eu trop de problèmes enfin, peut-être que je sais pas si vous les avez déjà mis à l'impression, mais par rapport à tout ce qui est pénurie des matières premières, c'est une... tout ça. Ah non, c'est une vraie question et c'est justement, ça a été intégré dans le prix parce que aujourd'hui la pénurie. Alors. Oui, il y a une pénurie. Après, le truc de la pénurie, c'est qu'on peut la régler par le prix. Enfin, c'est que simplement, aujourd'hui, ton rouleau de papier, il est aux enchères, hein, plus ou moins. Ouais, donc, ça rend juste les choses plus chères, en fait. Voilà. C'est pas, on n'a pas de problème à faire des livres. Ils sont juste plus chers qu'avant. Mais ça, c'est un avantage, c'est que comme nous, on est habitués aux jeux de plateau. Par contre, les prix du livre nous semblent à nous ridiculement bas, en fait, parce qu'on a toujours été sur faire un jeu comme le jeu de plateau, c'est autre chose en termes de structure, de moule en acier. Enfin, c'est vraiment c'est beaucoup d'intervenants. C'est rien que sur Batman, c'est 2 usines différentes simplement pour la partie. C'est pas la même usine qui fait le carton et le papier que la partie qui fait les figurines. Après, il faut faire venir la prod de l'une dans l'autre, créer les plastiques traits pour mettre c'est tout un truc. Et là, quand on voit un livre. Ouais, avant ça coûtait, je sais pas, ça coûtait 10 balles, maintenant ça coûte 12. Wow, c'est pas grave. c'est pas à votre échelle, ouais, vous relativisez ça. Voilà, ouais. C'est pas. Pour l'instant, je veux dire, ça, on n'en souffre pas vraiment. Ouais, les devis sont plus chers, mais c'est pas ça qui coûte cher en fait. C'est pas la production des livres qui coûte cher. D'accord. Ouais. Une autre question aussi, parce que je crois que ça a été fait avec Gotham City Chronicles, qu'il y avait du contenu qui a été rajouté après aussi en ligne gratuitement, notamment des scénarios. C'est quelque chose que vous allez faire avec le JDR aussi. Oui. Bah, c'est déjà le cas d'un certain nombre de stratégies. C'est le cas. Et puis de toute façon, ça fait partie de la politique de Monolith, c'est que nous, on crée du contenu. On est une boîte de contenu. C'est-à-dire qu'on a un site dédié pour notre contenu, qui est The Overlord, qu'on est en train de, je pense qu'on va on va remettre un peu de sous dedans là pour faire le pumper un peu, mais on fait beaucoup de contenu, c'est-à-dire que nous on entretient nos gammes. C'est vraiment une petite aussi un petit avantage comparatif par rapport aux autres, c'est que nous la politique on fait pas de feu de paille, jamais. Une fois qu'un jeu est chez nous, on l'entretient sur le long terme. Tu vois, on continue à faire et on continuera à faire du Conan. On est sur Conan depuis 2014, hein, si tu veux, on lâche pas l'affaire. Pareil, Mythic Battle, on sera au 3e opus en 2023. Non, on fait vraiment, on entretient et donc on se sert du site pour entretenir la communauté, et il y a aussi un travail en retour communautaire sur nos jeux. C'est ça qui est intéressant avec le site, et qu'on met à disposition tout un tas d'outils aux gens, comme ça, par exemple des outils, je sais pas, de création de personnages. Là, on va mettre des fiches en ligne de personnages en ligne, ils pourront intégrer même toutes les illustrations qu'ils veulent. Enfin voilà, il y aura tout un truc. Tu fais ce que tu veux, c'est super sympa. Tu peux préparer tes scénarios, tu peux les pré-maqueter, les maqueter avec nous, nos pré-maquetages, etc. Et en contrepartie, nous. Clairement, la communauté nous apporte aussi beaucoup. Déjà, elle nous apporte tout simplement en nous disant ce qu'elle veut dans les prochains. Parce que c'est un super avantage de savoir ce que veulent tes joueurs, ce qu'ils veulent que tu leur vendes l'année prochaine. Waouh, ça évite de se planter complètement. Nous, on travaille énormément par sondage, en fait. T'as même pas besoin de faire d'études de marché au final. Non, on fait jamais d'études de marché. Tu te sers directement on leur demande qu'est-ce que vous voulez. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez Alors, qu'est-ce que je vous sers? Il en reste un peu, je vous le mets. C'est exactement ça. C'est qu'est-ce que vous voulez. Et on regarde si on peut le faire. On va le faire. Et voilà. Moi, à ma connaissance, c'est le meilleur moyen encore une fois, de pas tirer à côté, quoi. D'accord, ouais. Et du côté de Batman, alors, c'est quelque chose que vous allez encore continuer d'explorer? Moi, le jeu de rôle, de toute façon, oui. Le jeu de plateau, je sais pas ce qu'il reste à faire, en fait, parce que là, en tout cas, en personnage, on commence vraiment à avoir fait. Parce que si c'est pour faire racler les fonds de tiroir d'obscurs personnages, si vraiment faut faire Condiment Man, je sais pas. Il y a toujours pas Condiment Man. À ma connaissance, il y a pas Condiment Man. Non. Il y a Condiment Man. On est désolé, tu vois, Blackard. Alors du coup, je vais aller sur Overlord. Quand vous demandez qu'est-ce que vous voulez, j'ai dit. On veut une campagne. Pas qu'on le fera jamais, mais c'est vraiment.
si on parle de Condiment Man, c'est quand même un problème. Enfin, c'est un On problème vient déjà de rajouter Ace, le chien. Donc, D'accord. ça va, c'est bon. Ouais, non, parce que voilà, le problème, c'est faut pas que ça tourne au ridicule. Enfin, faut que ça tourne au ridicule. Je dis pas que c'est un personnage ridicule, mais vraiment aller chercher des trucs qu'on n'a jamais vus ou que seuls quelques experts. Mais lui, je le connais, il était dans ce truc-là. Faut que ça intéresse les gens, en fait. Voilà. Donc, je sais pas si, en termes de personnages, on a encore de quoi intéresser les gens. Je sais qu'on a encore de quoi intéresser les gens en termes de map, en termes de décor, en termes de scénario, évidemment. C'est plutôt ça, en termes de personnages, moi, attention, hein, si on peut, j'aimerais continuer le plus longtemps possible. Faut partir sur d'autres époques, quoi. Le Batman des années 40. Non, mais tu vois, ça c'est possible. Tu vois, non, mais des trucs comme, par exemple, une extension simplement. Je sais pas moi, Batman, par exemple sur les, je sais pas moi, Batman Japon ou des choses comme ça. Pourquoi pas tu vois, quand t'as Batman Ninja ou quand t'as il y avait aussi un run qui Metal, Batman by Gaslight. Ouais, tout à fait, bien sûr. Ouais, bah ça pourquoi pas. Gotham Victoria. Tu vois, faire la boîte Metal, pourquoi pas. Non, ça non, par contre. Ça faut pas. D'accord. C'est partagé, tu vois. Pitié. Il y a des gens qui. Non, mais moi je suis pas fan du tout. Mais il y a des gens qui ont aimé. Ouais, je sais, mais non, faut pas. Peut-être qu'ils ont mauvais goût, si je crois. Mais voilà, c'est des. Mais on serait plus du coup sur du quasi spin-off. Ouais. Parce que sur la série, l'arc principal, on va dire, on a quand même. Là, on doit être à je sais pas, on doit approcher 250 figurines différentes, personnages différents, tu vois, ça commence à faire vraiment beaucoup. Donc voilà, par contre, alors, moi j'aimerais bien justement qu'on en profite pour prolonger le jeu de rôle. Il y a des trucs que j'aimerais bien faire, alors des trucs qui peuvent paraître cons, mais le guide des bad gadgets, moi c'est un truc qui me plaît. Quand je dis bad gadgets, c'est bad gadgets et aussi les gadgets des vilains, tous les trucs. Il y en a déjà toute une liste dans le guide de base. Oui, mais y compris le spray anti-requin. Il est là, il est canon. Il est là. Bon ou alors vraiment centrés sur certains lieux. Hein. Alors je sais qu'ils sont déjà traités, mais tu vois, faire tout un truc d'Arkham Asylum avec jusqu'à la moindre cellule, la moindre personne qui travaille là-dedans. Tu vois, faire des lieux qui serviraient à des campagnes. Enfin voilà, mais je pense qu'il reste quand même. Il y a des choses à faire encore. D'accord. On nous a soufflé aussi Bloodhaven, mais bon, après. Par exemple, ouais. Ouais, remarque, ouais. Effectivement. Après, normalement, il y a que Nightwing vraiment qui voilà, dedans, quoi. Mais, le fait est que j'ai lu Nightwing Infinite, là. Ouais, de Tom Tyler, ouais. Ça donne des idées, hein. Ouais. Ah ouais. D'accord, très bien. Mais il faut que ça intéresse les gens. Mais voilà, c'est ça. Parce que mine de rien, l'univers de Batman, c'est quand même Gotham. Hein. Voilà. Ouais. On fera ce que les gens nous demandent. Ça marche très bien. Sur les souterrains. Ouais, dans les métros abandonnés, tous ces trucs-là sous terre, très bien. Bah écoutez, Nicolas et Fred, je suis vraiment très content que vous ayez pris le temps de répondre à toutes ces questions. Donc on espère que l'émission vous a plu. Et puis il y a un lien pour aller encore sur la campagne Kickstarter. Donc il y a encore lieu quelques jours là, c'est les derniers jours au moment où on met en ligne ce podcast. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez juste mettre 1 euro, ça vous aura, comme on l'a dit avant, en fait, juste de mettre 1 euro, ça vous permet après d'être dans le Pledge Manager et donc de prendre le temps pour savoir si vous voulez prendre l'un ou l'autre bouquin ou voire même le jeu de plateau. En tout cas, on espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires du site et surtout, si les podcasts vous plaisent, eh bien, partagez-les sur les réseaux sociaux à la fois pour faire vivre nos émissions, mais surtout faire vivre les travails de ceux qui viennent parler à nos micros. Merci Fred. Merci beaucoup. Merci Arnaud. Et à très bientôt pour le prochain podcast. Salut. Ciao. Ciao.